Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire sur la Namibie. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Claire, je fais partie de Together. Together, c'est un média et un réseau au service des réceptifs qui a pour but de sensibiliser les membres à l'éco-entrepreneuriat dans le tourisme face aux nouveaux enjeux environnementaux. Et maintenant, je vais laisser la parole à Christian qui va vous faire sa présentation. Voilà, bonjour à tous. En tout cas, je souhaite à tout le monde un très bon après-midi. Je m'appelle Christian et je suis donc basé à Windhoek, voilà, African Eagle Namibie. Voilà, j'aimerais aujourd'hui vous présenter déjà le pays et après aussi vous présenter un peu les différents produits que nous offrons à tous nos visiteurs en Afrique australe, mais spécialement, bien sûr, en Namibie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais partager mon écran, voilà, et après, je vais couper la vidéo juste pour être sûr que, voilà, vous puissiez bien me suivre. Donc, on va commencer par là. Voilà. Est-ce que tout le monde arrive à avoir déjà la première page de la présentation? Oui, c'est bon, on voit. C'est bon. OK, d'accord. Donc, je vais juste couper ma vidéo. OK. Voilà. Donc, je reviens. Donc là, on dit, voilà, connect to the best in Africa. Et donc, nous essayons toujours, hein, en tant qu'African Eagle Namibie, de faire en sorte que tous nos voyageurs, voilà, dès qu'ils arrivent et qu'ils repartent, qu'ils aient vraiment la sensation de se dire que voilà, ça valait vraiment le coup de venir en Namibie. Alors, la Namibie, c'est vraiment un pays de contraste. Voilà, vous allez voir avec les différentes photos que nous allons vous montrer que c'est un pays où vous avez beaucoup de paysages différents. C'est un grand pays. Et juste pour faire une petite présentation, voilà, donc la Namibie, elle est située en Afrique australe et on voit, hein, donc on est à l'ouest avec l'Angola au nord, le Botswana à l'est et bien sûr l'Afrique du Sud au sud. Et toute la côte ouest, c'est donc l'océan Atlantique et bien sûr le désert du Namib. Alors, pour la population, nous avons aujourd'hui une petite population, donc c'est 2,3 millions d'habitants, mais comme j'ai dit, sur une grande superficie qui fait 824 000 km². Pour ceux qui sont en France, ça fait à peu près une fois et demie la France. Alors, pour le climat, nous avons de la chance parce que nous avons quand même beaucoup de soleil. En ce moment, je vois, vous êtes tous couverts, alors que nous, ici, on a vraiment des grandes chaleurs. On est officiellement en saison des pluies, mais la saison des pluies qui va d'octobre à avril, c'est seulement entre, on va dire, fin décembre et avril qu'on a vraiment beaucoup de pluie. Sinon, même quand je dis beaucoup, ça veut dire qu'il va pleuvoir une fois par semaine, 2 fois par semaine, donc il ne pleut pas vraiment tous les jours. Et quand il pleut, souvent c'est en fin d'après-midi, ça va être une grosse pluie et après ça va s'arrêter. Et ce qui fait que même pendant cette période qui est assez chaude, on arrive quand même à recevoir des visiteurs jusque, on va dire, au mois de février, de mars, quand la saison reprend vraiment. Parce que là, on entre vraiment dans la basse saison. Alors, pour la géologie, donc on voit bien que la Namibie a deux grands déserts. Le désert du Namib qui fait la côte et bien sûr le désert du Kalahari à l'est, à la frontière avec le Botswana et l'Afrique du Sud. Et c'est pour ça qu'on dit que aussi à cause de ces différents paysages que la Namibie est vraiment un livre ouvert de géologie. Alors, ce qui est pour les informations pratiques, c'est que normalement, vous n'avez pas besoin d'un vaccin particulier. On sait que ces 2-3 dernières années, avec Covid, il y avait plusieurs restrictions.
mais toutes ces restrictions ont déjà été levées. Et au sujet de l'eau, parce qu'on pose souvent la question si l'eau est potable, oui, la Namibie a la chance d'avoir de l'eau potable au robinet. Le seul endroit où on conseille aux visiteurs de ne pas boire l'eau du robinet, c'est quand ils sont dans ce qu'on appelle la bande de Caprivi, qui est donc cette partie à l'est de la Namibie qui fait frontière avec l'Angola, la Zambie, le Botswana et le Zimbabwe. Et après, on voit aussi que la Namibie est un pays qui a quand même un réseau routier bien structuré et très organisé. On conduit à gauche, voilà, ça c'est bien de le préciser. Donc, on conduit à gauche. Et surtout, tous les circuits, on va dire, pour visiteurs, c'est quand même des circuits qui ont beaucoup de pistes. Donc, il faut toujours expliquer aux clients qu'ils auront à conduire sur de la piste et du goudron de temps en temps, mais surtout beaucoup de pistes et que la vitesse sur la piste, souvent les loueurs la limitent à 80 km/h, même si normalement c'est à 100 km/h, mais c'est parce qu'à 80 km/h, ils auront toujours la possibilité de bien contrôler leur véhicule, par exemple s'il y a un animal qui passe ou bien s'il y a un obstacle. Voilà, donc la vitesse sur la piste c'est 80, mais sinon sur le bitume, ça sera 120 km/h. On parle souvent de la cuisine, oui. La Namibie, avec sa population très diverse, est un pays où on mange bien, mais surtout le Namibien, il est connu pour manger beaucoup de viande. Voilà. Mais sinon, on a aussi de la chance d'avoir beaucoup de fruits de mer et du poisson à cause justement de cette côte que nous avons qui est assez fraîche parce qu'on a un courant marin froid qu'on appelle le courant marin du Benguela, ce qui fait que les températures sont généralement entre 13 et 17 degrés toute l'année. Et c'est aussi des eaux qui sont très poissonneuses. Concernant le Namibien lui-même, ouais, vous verrez que souvent ceux qui ont la chance de venir visiter vous diront qu'ils sont très gentils et très accueillants. Pour l'histoire, c'est un pays qui est encore jeune parce que c'est seulement depuis le 21 mars 90 que la Namibie est indépendante. Alors, pour ce qui est de la population namibienne, voilà, on va distinguer 12 ethnies différentes parce que vous verrez que la population namibienne est composée de plusieurs ethnies qui sont venues d'autres, de ce qu'on appelle la région des Grands Lacs, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, d'autres plutôt d'Afrique du Sud. Et c'est comme ça que toutes ces populations se sont retrouvées là. Et par exemple, quand on regarde, vous avez au moins 49% de la population qui est représentée par les Ovambo. Alors, les Ovambo, ce sont des agriculteurs et qui vivent dans la région, on va dire, au nord du parc national d'Etosha et à la frontière avec l'Angola. Et après, vous avez les Kavangos. Ceux-là, ils sont, on va juste à l'entrée de la bande de Caprivi à l'est, 9% de la population. Vous avez des Métis et des Basters, 6,5% de la population. Vous avez une population blanche, voilà, qui seront les descendants des Afrikaners, des Allemands et aussi des Anglais. Donc, en gros, aujourd'hui, on va dire que c'est 10% de la population. Après, vous avez les Héros qui sont aussi venus de la région des Grands Lacs et qui sont des éleveurs. Vous avez les Damara, on dit que c'était parti de la région du Soudan vers le 15e siècle. Vous avez les Nama, eux font partie du groupe ethnique d'Afrique australe. Et eux, bien sûr, comme les Damara et comme les San ou les Bushmen, qui sont les premiers habitants d'Afrique australe, ont la particularité d'avoir ce qu'on appelle une langue à clic et sont donc les Bushmen, pour eux, sont les premiers habitants d'Afrique australe. On les retrouve au Botswana, mais aussi en Afrique du Sud. Après, vous verrez aussi qu'on a une population de Tswana, parce que quand on regarde les frontières en Afrique australe, on voit qu'elles ont été bien tracées à la règle, et c'est comme ça qu'on a une partie de la grande ethnie Tswana qui est au Botswana, qui s'est aussi retrouvée en Namibie. Après, on a aussi les Imba, qui sont surtout connus parce que vous avez les femmes, comme on voit là, qui se mettent de l'ocre sur le corps, et ce sont aussi des éleveurs. Voilà, donc, ce sont les différentes études que l'on retrouve en Namibie. Alors là, je vais vous montrer un peu les différentes régions, voilà, et qui sont donc les différentes régions visitées, on va dire, sur un circuit classique, entre 12 et 14 nuits, ça dépend un peu. Voilà, ceux qui ont moins de temps,
Généralement, ils auront plutôt un circuit en avion qui fera entre 7 et 8 nuits. Et donc, le plateau central, c'est toute cette région que l'on voit. Windhoek, qui est donc la capitale, on voit au milieu. Et Windhoek est là. Et après, on va vers le nord, juste au sud du parc d'Etosha. Et après, on va vers le sud, dans la région de Kermanshah. Donc, tout ça, c'est le plateau central. Et donc, à une altitude d'au moins 1500 mètres en moyenne, entre 1000 et 1500. Et on trouvera des paysages différents, voilà, des roches différentes. Par exemple, ici, dans la région de Spitzkoppe, on voit, et vous avez du granit. On a dans la région au nord, on va dire au nord-est, au sud-est du parc national de Tosha, on a le plateau du Waterberg. Voilà, après, on aura Windhoek aussi. Et donc, sur ce plateau central, on trouvera aussi une faune et une flore très diversifiées. Voilà, on a des lions, on a des licornes, on a des moutardes, voilà, et on a des springboks. Voilà. Donc, on trouvera toutes sortes d'animaux et bien sûr beaucoup d'oiseaux aussi. Donc, ça, c'est vraiment le plateau central. Et après le plateau central, on se dirige vers le nord de la Namibie. Là, on va vers la frontière avec l'Angola. Et la frontière avec l'Angola, vous avez donc le parc national d'Etosha. Donc, au sud de l'Angola, vous avez donc le parc national d'Etosha, qui est, on va dire aujourd'hui, notre plus grand parc animalier. Parce que la Namibie a plusieurs parcs nationaux, mais le plus grand parc animalier, c'est bien sûr le parc d'Etosha. 2 300 000 hectares. Et vous avez donc beaucoup de grands mammifères, entre autres les éléphants, les rhinocéros, koudous. Voilà, donc on va retrouver beaucoup d'animaux, des lions, voilà, des oiseaux aussi, voilà, des zèbres. Et donc, c'est vraiment le plus visité en Namibie. Et on conseille souvent d'avoir au moins 2 nuits, parce que comme c'est assez vaste, ça vous permet au moins de voir quand même une grande partie du parc. Et après, il y en a certains qui font même 3 nuits pour pouvoir vraiment bien visiter le parc, on va dire surtout d'est en ouest. Alors, ensuite, nous avons la région plus au nord-ouest, qui est donc la région communément appelée le Damaraland. Savoir que quand on avait une administration sud-africaine à partir de la fin de la Première Guerre mondiale, donc 1915, jusqu'avant l'indépendance en 1989, ils avaient divisé le pays en plusieurs zones en fonction des différentes ethnies. Et c'est comme ça que cette partie-ci du nord-ouest, on l'appelait le Damaraland, parce que habitée principalement par les Damaras. Et ça, c'est une région qui est surtout visitée à cause de ces qui sont des paysages magnifiques et où on trouve toutes sortes de roches différentes. Par exemple, là, vous avez le grès à Tuffelfontaine, où vous avez aussi les gravures rupestres, voilà, que l'on retrouve à Tuffelfontaine. On en a là à droite. Sinon, vous avez aussi les peintures, comme celles que l'on retrouve dans la montagne du Brandberg, qui est la montagne sur laquelle on retrouve le point culminant de la Namibie. Sinon, vous avez aussi du granit, ça c'est à Tuffelfontaine, ou bien vous aurez encore du conglomérat, et ça c'est ce qu'on appelle le doigt de pierre ou le finger clip. Et on voit aussi ici au-dessus les tuyaux d'orgue, toujours dans la région de Tuffelfontaine. Donc ça c'est vraiment une région où on peut rencontrer des animaux sur le bord de la route, mais c'est vrai que c'est surtout pour les grands paysages et les différentes sortes de roches que l'on retrouve dans cette région-là. Alors ensuite, nous avons la côte centrale. Alors la côte centrale, c'est surtout, on va dire, la région entre Swakopmund, Walvis Bay, Entise Bay et le sud de Walvis Bay. Donc là, nous sommes déjà dans le désert du Namib. Alors, il faut savoir que le désert du Namib, il fait 1500 km du nord au sud. Voilà. Mais vous avez plusieurs types de paysages différents. Et même les couleurs des dunes que l'on aperçoit ici sont différentes dépendant d'où vous êtes. Et donc, dans la région de Walvis Bay et de Swakopmund, voilà la couleur des dunes que vous avez.
Et on verra plus tard que plus au sud, vous avez des dunes qui sont beaucoup plus ocre. Alors, cette région, elle est surtout connue pour toutes les activités, on va dire, nautiques qui sont organisées, entre autres dans la baie de Valvis, où vous avez des croisières en bateau qui peuvent vous permettre de voir, si vous avez un peu de chance, des baleines, des dauphins, des oiseaux. Voilà, on a des pélicans, on a des flamants roses. On a aussi, bien sûr, l'otarie. La Namibie a de très importantes colonies d'otaries tout le long de la côte. Et la plus importante, elle est plus au nord de Swakopmund, dans la région de Cape Coast, où on peut trouver en cette période de l'année, qui est donc la période où les otaries sont en train de s'accoupler, plus de 300 000 otaries au niveau de Cape Coast. Sinon, vous avez plusieurs colonies et aussi une importante dans la baie de Walvis Bay. Comme ici, on voit ça, c'est la baie de Walvis. Alors ensuite, on est toujours dans le désert du Namib, mais là, on va aller plus vers le sud ou plus vers le nord, mais on va voir que les images qu'on nous présente sont plutôt des images plus vers le sud de Walvis Bay. Et je pense que c'est surtout ça, les images qui représentent Namibie. On voit ces grandes dunes ocre de Deadvlei, Sossusvlei. On voit Deadvlei ici avec les arbres morts et toutes les dunes autour. On voit aussi les oryx, voilà, devant ces grandes dunes. Et donc ça fait partie de ce qu'on appelle la Grande Mer de Sable, donc au sud de Walvis Bay, et qui fait aussi partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc c'est vraiment dans la région de Sisriem, hein, on va voir ici vers le sud, qui est donc une région très visitée à cause de ces grandes dunes ocre, qui font en moyenne entre 200 et 300 mètres de haut. Alors, la Namibie est aussi connue pour ceux qui aiment observer les étoiles, comme étant un pays où vous avez très peu de pollution lumineuse, et ce qui fait que les ciels sont magnifiques, voilà. Surtout quand vous n'avez pas de nuages, vous n'avez pas de pleine lune, on voit la Voie lactée et tout ça. Et donc, pour ceux qui aiment l'observation des étoiles, c'est vraiment un peu recommandé pour cela. Alors, ensuite, on a parlé du Kalahari. Et donc, le Kalahari, c'est le désert qui fait frontière entre la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud. Contrairement au désert du Namib que l'on vient de voir, le désert du Kalahari a aussi des dunes, mais ce sont des petites dunes qui font en moyenne entre 15 et 20 mètres de haut. Mais la particularité du Kalahari par rapport au Namib, c'est que c'est une région qui reçoit beaucoup de précipitations. Et le fait de recevoir beaucoup de précipitations fait que la végétation est abondante et la faune et la flore aussi est abondante. Comme on voit là, on peut, dépendant de la région dans laquelle on se retrouve dans le Kalahari, on peut avoir des lions, on peut avoir des suricates, on peut avoir des zèbres. Et c'est aussi la région où traditionnellement ont vécu les San, que l'on aperçoit là, qui sont aussi appelés donc les Bushmen, et comme on a dit, qui sont les premiers habitants d'Afrique australe. Alors, ensuite, nous allons parler du Bechuanaland, qui est la région des San ou des Bushmen. Aujourd'hui, dans cette région, vous trouvez beaucoup de ce qu'on appelle des réserves communautaires, qui sont donc des réserves, on va dire des régions qui ont été délimitées et où dans lesquelles les populations gèrent eux-mêmes la faune, la flore et s'arrangent pour faire en sorte que ça profite aussi à l'ensemble de la population. Et c'est surtout dans la région de Tsum que les visites vont se faire et où vous pouvez trouver une végétation aussi très différente de celle que l'on retrouve ailleurs parce que comme c'est beaucoup plus humide, hein, on se rapproche un peu du Botswana, on aura de grands arbres, on aura des baobabs et tout, et une faune aussi assez abondante. Alors, quand on va vers le nord-ouest de la Namibie, vous avez cette région qu'on appelle le Kaokoland. Le Kaokoland, on l'appelle aussi le pays des montagnes. Et c'est dans cette région où les Himba, qui sont cette population qui est venue de la région des Grands Lacs, on a dit que c'était des éleveurs, ils sont venus s'installer juste à la frontière avec l'Angola. Et on retrouve aussi les fameuses chutes du Pupa, qui sont donc à la frontière avec l'Angola. On a aussi beaucoup d'anciens fleuves voilà, qui ne coulent aujourd'hui que
pendant la saison des pluies. Et le long de ces grands fleuves, c'est là que vous allez retrouver les éléphants adaptés au désert. Et donc, souvent, les visites qui sont organisées dans ces régions-là, c'est pour aller dans les lits des rivières et aller à la recherche justement de ces éléphants qui se sont adaptés à vivre dans cette partie-là du désert du Namib. Ensuite, on va aller dans la partie sud, hein, et cette partie sud, voilà, parce que vous verrez que dans un circuit classique, on inclut très peu la partie sud de la Namibie. Pourquoi? Simplement parce qu'il faut souvent ajouter 2 ou 3, voire 4 nuits supplémentaires pour justement pouvoir aller visiter cette partie-là. Parce que comme je vous ai dit, la Namibie, c'est un pays avec beaucoup de distance et donc il faut pouvoir rouler au moins 300-400 km par jour pour pouvoir faire les visites. Et c'est pour ça que dans un circuit classique, vous verrez très peu le Fish River Canyon que l'on aperçoit ici, qui est donc le deuxième plus grand canyon au monde. Mais les paysages dans le sud sont aussi magnifiques parce que assez désertiques et bien sûr, on rencontre beaucoup de monde sur les routes. Mais sinon, la végétation, voilà, surtout caractérisée par ce qu'on appelle l'arbre à carquois, qui est donc l'aloe dichotoma. Et on trouve aussi des plantes qui ressemblent à des cactus, mais qui sont en fait des euphorbes, donc des plantes toxiques. Toujours dans le sud, vous avez la partie de Lüderitz. Voilà. D'ailleurs, Lüderitz, c'est la ville où sont arrivés les Allemands hein, pour la première fois quand ils sont arrivés dans ce qu'on appelait donc le sud-ouest africain à partir de 1884. Et ce qu'il y a de particulier dans cette région, c'est qu'en 1908, on va découvrir du diamant, parce que la Namibie aujourd'hui, elle produit du diamant. Mais la particularité, c'est que le diamant de Namibie, c'est un diamant d'origine alluvionnaire. Donc, il a été emmené par l'océan. Et c'est comme ça qu'on a eu des villes qui se sont développées, mais plutôt abandonnées quand on a arrêté l'exploitation du diamant à ces endroits-là. Et c'est comme ça que sur ces images, vous voyez tous ces anciens bâtiments qui sont aujourd'hui, la plupart, déjà envahis par le sable. On voit donc Polmanskop, qu'on appelle aussi la ville fantôme, juste à l'entrée de Lüderitz et qui est souvent justement visité et où on va vous relater toute l'histoire de l'exploitation du diamant. Aujourd'hui, le diamant en Namibie il est plutôt exploité à l'embouchure du fleuve Orange, qui fait donc frontière avec l'Afrique du Sud, juste ici. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils vont dans l'océan et ils vont pomper le gravier et le trier pour pouvoir sortir le diamant. Alors, quand on fait un circuit en Namibie, on peut, si on a un peu de temps, aller aussi dans ce qu'on a appelé avant la bande de Caprivi, qui est aujourd'hui la région des Zambézies, et qui est donc la région nord-ouest. Et donc, quand l'histoire nous raconte que cette région-là, c'est une région qui avait été échangée entre les Allemands et les Anglais. Les Allemands ont donné aux Anglais Zanzibar et ils ont pris cette région-là en espérant aller jusqu'aux sources du Zambèze. Mais aujourd'hui, c'est la région, on va dire, où vous avez le plus d'humidité et le plus d'eau en Namibie à cause des différents cours d'eau, entre autres l'Okavango, le Zambezi, le Chobe, l'Inyati, et bien sûr une faune et une flore beaucoup plus différentes de celles que nous avons dans l'autre partie du pays que nous venons de découvrir. Parce qu'ailleurs, c'est un peu plus sec, un peu plus aride, mais ici, c'est beaucoup plus humide. C'est comme ça que vous aurez beaucoup d'éléphants, des hippopotames, des buffles, des crocodiles et une végétation vraiment très importante et très luxuriante. D'ailleurs, beaucoup d'artisanat du bois en Namibie vient de cette région-là parce que c'est la région où vous avez les plus grands arbres. Alors ensuite, on est en Namibie, on peut aussi avoir l'occasion d'aller au Botswana et visiter le Congo, soit en passant par la bande de Caprivi ou parfois même en allant de Windhoek et en traversant la frontière en allant vers Maui. Et donc, le delta de l'Okavango, on trouve des paysages beaucoup plus humides et surtout des balades en bateau, et pourquoi pas en pirogue traditionnelle que l'on appelle donc le Mokoro. Nous avons aussi des circuits qui vont aller jusqu'aux chutes Victoria
au Zimbabwe. Donc, quelquefois, le circuit peut commencer à Windhoek. Il va redescendre, faire les dunes, la côte, remonter vers Etosha, après aller faire le delta d'Okavango et après finir vers les chutes Victoria au Zimbabwe, parce que ce sont quand même des chutes qui sont très connues et très réputées. Voilà, donc ça, c'était la présentation du pays. Sinon, là, je vais vous présenter un peu African Eagle Namibie. Alors, comme je disais, nous sommes basés à Windhoek, mais je sais que très souvent, on confond African Eagle Namibie avec African Eagle Afrique du Sud. Avant, c'était une même société, mais depuis plusieurs années, c'est deux entités différentes. Donc, nous, on est basés à Windhoek. Eux, ils sont basés à Johannesburg, mais ils ont aussi des bureaux à Windhoek. Et donc là, vous avez la flotte, donc les différents véhicules que nous utilisons. Généralement, les petits, c'est pour les transferts de l'aéroport, voilà, et souvent pour des clients qui font d'autres tours. Sinon, pour les circuits guidés, on peut avoir le Toyota Fortuner pour 2 à 3 personnes. On a aussi les Land Cruiser pour voilà, 6 à 8 personnes. On a le Toyota Quantum pour, à 9 places. On a aussi des camions à 14 places qu'on utilise souvent pour les circuits aventure, voilà, les circuits camping. Et après, pour les circuits lodge, on peut utiliser aussi un 14 places, mais sinon, on a des bus de 22 places jusqu'à 33 places. Christian, je vous interromps, nous avons une petite question. Oui, Environ, c'est Noam qui nous demande environ combien de d'accord. jours sur place pour un circuit jusqu'aux chutes Victoria? Oh, combien de nuits? Combien de jours sur place pour un Ouais, circuit? il faut compter au moins entre 14 et 16 jours sur place, au moins, pour que ça ne soit pas trop rapide, parce que même 14 à 16 jours, il faudra quand même chaque jour au moins faire 300, 400 kilomètres. Donc oui, mais on compte souvent entre 14 et 16 jours. Il vous remercie. Merci. Voilà, donc sinon, African Eagle, qui fait donc maintenant partie du groupe Sense of Africa, nous avons aussi une académie de guides. Et ça, c'était surtout voilà, pour permettre de former des guides locaux et avec cette formation, être sûr que voilà, quand nous avons des circuits guidés, nous sommes sûrs que nous avons les meilleurs guides, que nous savons exactement voilà, que leur connaissance, elle est au top et tout ça. Et on doit avouer que c'est vrai que du côté des guides, on a très peu, on va dire, des retours négatifs. Au contraire, on a beaucoup de retours positifs parce qu'ils sont tous vraiment très professionnels. Voilà. Après, pour la production, hein, vous verrez qu'on aura des autotours, comme je l'ai dit, on aura des tours guidés, des circuits aventure, ça c'est plutôt circuit camping, des incentives et aussi des croisières aéronautiques. La classification, souvent c'est confort supérieur de luxe aventure, dépend un peu du type d'hébergement que l'on va choisir. Alors, ce qui est aussi important pour nous, c'est que voilà, on essaye toujours d'avoir un tourisme, on va dire, responsable. Et c'est pour ça qu'on fait aussi partie de plusieurs fondations. Et ces différentes fondations, ce sont des fondations qui, entre autres, ici, on voit la Nature Foundation, on voit Save the Rhino Trust, qui est, on va dire, l'une des fondations les plus connues, qui s'occupe donc de la protection du rhinocéros noir dans cette région que l'on a vue tout à l'heure, qui est donc la région du Damaraland. Alors, pour les tours guidés de groupe, voilà, on reviendra toujours avec le même type de classification. Et donc, comme je l'ai dit, hein, on a quand même la chance d'avoir une très bonne équipe de guides. Alors, ce qui fait aussi notre particularité, c'est que nous, depuis plusieurs années, nous proposons ce que nous appelons des mobile camps. Et donc, ce sont des camps mobiles. Alors, c'est vraiment une expérience hors du commun qui fait la différence avec un circuit classique. Les groupes, c'est souvent à partir de 8 personnes et on va choisir un site et quand on a un tour en lodge, on va une nuit, voilà, choisir une nuit où on peut être soit près des grandes dunes ocre dans la région de Sesriem, soit
dans la région de Tuifelfontaine avec tous ces paysages granitiques. Et on aura une équipe qui va monter un camp mobile. Et ce soir-là, on aura un barbecue, on aura des tentes. Voilà, on voit des tentes Jean-Riclou. Et dans ces tentes, voilà, on aura des lits de camp, on aura tout ce qu'il faut, voilà, pour bien dormir. On aura un apéritif au coucher du soleil. Et ça, c'est le dîner sous les étoiles. Et c'est vraiment un concept qui marche assez bien, surtout pour les groupes qui ont voilà, une nuit où ils aimeraient faire quelque chose d'un peu particulier. Nous avons une deuxième question. Oui, bien sûr. Masai05 qui demande, on est sur combien de départs garantis par an pour ce type de produit? De départ garanti par an sur… Ce type de produit. Non, pardon, j'interviens. Bonjour Christian. C'était Bonjour. pour savoir Oui. comment on l'inclut en fait, ce type de circuit aventure. C'est qu'à OK. l'origine, les clients sont en groupe. On a fait avec un chauffeur guide. Ils ne sont pas en individuel, c'est ça? Ouais, non, ils ne sont pas en individuel, ils sont avec un chauffeur guide. Voilà. Ok, S'ils sont en individuel et qu'ils sont plus de 8, on peut toujours l'inclure, oui. d'accord. Donc on peut faire un autotour avec une famille Oui, ou deux familles et à un moment leur dire un guide va venir, il va vous monter un camp de tente au cœur de la voilà, nature. tout à fait. D'accord. Ok. Oui, oui, tout à fait. Et c'est Merci. vers quelle région où vous proposez cela? Souvent, on préfère proposer ça pour le sud, hein, quand on est dans la région de Sestriem, vers les Grandes Dunes, D'accord. voilà, ou bien dans le nord-ouest, voilà, comme on voit la photo ici. Ça, c'est dans la région du Spitzkop. D'accord, à Ouais, Grootberg. ça, ce sont vraiment des régions où on peut le faire et voilà, et ça apporte quelque chose vraiment d'unique. Super, merci beaucoup. Merci. On Voilà, a une donc, autre question pour également. continuer, merci pour la question. Donc là, les circuits aventure, on revoit On a une encore, autre hein. question, pardon. Oui, oui, vas-y, vas-y. Pardon. Vous faites aussi bien des circuits avec des guides où on peut prévoir des self-drive. Ce type de nuit en mobile camp, on peut les intégrer dans un self-drive. Oui, on peut les intégrer dans un self-drive. Comme j'ai dit, ça dépendra du nombre de participants. Et après, ce qu'on peut faire aussi avec du self-drive, c'est que parfois, vous avez des clients qui vous disent, voilà, nous, on aimerait avoir 2 ou 3 nuits où on va faire du trek, où on va marcher. Et donc, ça aussi, on peut inclure où les 3 nuits, ils auront un guide qui va venir les retrouver à un endroit bien précis et les emmener pendant 2, 3 nuits, voilà, découvrir un peu. C'est surtout en fin de compte des sentiers, on va dire, on va sortir des sentiers battus et ils vont aller découvrir autre chose pendant 2, 3 nuits et ils auront un bivouac la nuit et voilà le guide pendant 3 jours. Est-ce que ça dépend du nombre de participants, on nous demande? Ben, je pense que pour ce genre, quand il s'agit de trek et tout, même à 4 participants, c'est bon, hein. On peut déjà, à partir de 4 participants, l'inclure et l'organiser sans problème. Est-ce que c'est possible à partir de 2 et avec des enfants? Oui, à partir de 2 avec des enfants, oui, mais il faut savoir aussi qu'il y a quand même des grosses chaleurs ici chez nous. Donc, il faut faire attention de savoir déjà quel est l'âge des enfants et est-ce qu'ils pourront voilà, partir pendant 3, 4 heures de marche sous le soleil. Donc, voilà, ça sera peut-être ça qui fera la différence. Mais oui, il y a toujours moyen de trouver peut-être quelque chose voilà, qui soit plus adapté pour eux, oui. D'accord, Ouais. merci. Parce que nous avons eu, je me rappelle, en été, une famille qui est venue justement et qui a été marcher dans le Namib. Oui, on peut le faire, mais voilà, on essaie toujours d'aménager ça pour être sûr que les enfants peuvent suivre. Oui. D'accord? Alors, donc, comme je disais souvent, pour les circuits aventure, vous verrez que vous aurez un guide, vous aurez un chauffeur et un assistant. C'est vrai qu'il y a toujours la logistique, il y a le montage des tentes et tout ça. Donc, ça demande quand même qu'il y ait des personnes pour aider. Voilà. Et souvent, le soir, il faut voir la cuisine au feu de bois, voilà, le barbecue. Et donc, et beaucoup d'histoires à raconter. Alors, pour les incentives, voilà, ça, c'est généralement pour les grands groupes, mais on va savoir aussi que la Namibie, ce n'est pas vraiment un pays où on va recevoir 100 ou 200 personnes au même moment. Donc, quand je dis des gros groupes, pour nous, c'est souvent 40, 50 personnes. Voilà.
Et donc, après, on va organiser des croisées aéronautiques, des rallyes automobiles, du raid 4x4, des lots du camp qui seront prémontés. Voilà, par exemple, cette image que l'on voit à droite ici, ça, c'est vraiment dans le nord-ouest, le long de ces grands anciens fleuves où on a la possibilité d'aller monter des camps et, voilà, et conduire dans un environnement où on rencontre vraiment très peu de monde, en tout cas. Alors, pour ce qui est de l'autotour, il y a plusieurs thèmes, hein. Et ce qui est vraiment aujourd'hui très répandu, et surtout depuis Covid, et où on a de plus en plus de demandes, et souvent pas la disponibilité d'avoir assez de véhicules avec les loueurs, ce sont donc les voitures avec les tentes qui sont montées sur le toit, comme l'on voit ici, et aussi on voit ici avec les deux tentes. Donc ça, c'est vraiment un produit pour les autotours qui marche très bien. Et comme la Namibie, c'est quand même un pays où on a très peu de problèmes de sécurité et que les pistes sont quand même bien entretenues, voilà. Donc, beaucoup de personnes choisissent aujourd'hui de pouvoir voyager de cette manière-là. Et donc, ça leur permet aussi d'être un peu plus proche de la nature en allant dans tous les différents campements. Après, vous avez aussi, voilà, des tours famille, vous avez des tours qui sont plutôt découvertes. Après aussi, voilà, des voyages de noces. Parce que la chance que nous avons, c'est qu'on a toutes des catégories différentes d'hébergements. Et on a des hébergements, voilà, qui se prêtent à des voyages de noces, voilà, où on aura vraiment des hôtels à 4, 5 étoiles, on va dire. Alors, ce que nous faisons aussi, c'est que quand on reçoit les clients en autotour, on va les accueillir à l'aéroport, on va leur faire un brief avec la carte, on va mettre les différents points où ils auront leurs différents hébergements, ils auront le carnet de voyage avec les vouchers, avec une partie où il y aura plein d'explications. Il y aura aussi voilà, un guide, mais voilà, le guide il sera en anglais, malheureusement, et pas en français. Et voilà, donc la personne qui recevra à l'aéroport va aussi faire avec eux le check du véhicule, les aider auprès du loueur. Donc, juste s'assurer que tout se passe bien avant qu'ils prennent la route. Alors, pour les agences, quelque chose que nous avons et qui est justement assez intéressant, c'est que nous avons un système B2B qui permet donc un accès direct aux produits et surtout en temps réel. Ça permet de vérifier les disponibilités, les hébergements, location de voitures et tout, et bien sûr les prix. Et après, pouvoir nous envoyer une demande pour dire, voilà, j'aimerais avoir un sécu de 10 jours, voilà les hébergements et voilà ce que j'aimerais avoir. Et vraiment, c'est vraiment un outil qui aujourd'hui est vraiment en train d'aider beaucoup des agences avec lesquelles nous travaillons déjà. Voilà, donc là, je suis arrivé à Euh, la fin de ma par- présentation. Je dis Christian, à bientôt en pardon, Namibie, oui. ouais, je t'interromps un peu encore sur le Oui, site. oui, Par exemple, moi, j'utilise le site African Eagle. Le oui, site B2B, c'est la même chose que Wild Africa où il y a les mêmes produits, etc. ou pas? oui, oui. Oui, oui, il y a les mêmes produits. Ouais, D'accord. ça sera African Eagle, ça sera Wild Africa Travel, ça sera Sense of Africa. OK. Peu Oui, importe la plateforme sur oui, laquelle on se voilà. connecte. Oui, D'accord. Merci. On voilà. avait une Euh, question également. oui, d'autres questions? Du coup, il y avait la différence entre Wild Africa Travel qui est sur vos documents et African Eagle. African Eagle. Quelle est la différence entre les deux? Voilà. Alors là voilà, quand vous voyez en dessous ici, en fait, vous avez African Eagle. African Eagle, c'est le département francophone. OK? Alors, Wild Africa Travel, c'est pour Sense of Africa, c'est surtout tout ce qui est individuel. Alors que Sense of Africa, plus sur les voyages, voilà, voyages de groupe, voilà, les voyages, les départs garantis, alors que Wild Africa Travel, c'est plus pour de l'autotour. D'accord. Et nous avons une autre question également. Comment D'accord? vous situez-vous en termes de self-drive avec les toiles de tente sur le toit de la voiture? En termes de self-drive, avec Toile de tente par sur la... rapport à ceux qui n'ont pas
parce que je ne comprends pas très bien la question. Je me permets de prendre la Oui, parole, oui, merci. merci. Bonjour Christian, c'est Elia. Bonjour. Oui, en fait, on a pas mal de demandes, les gens, quand ils parlent de la Namibie concernant, le mode de fonctionnement, le mode de voyage. Oui. Souvent les gens pensent que le self-drive avec la toile de tente sur le toit est beaucoup, beaucoup moins cher que l'hébergement standard en Namibie. Est-ce que c'est toujours Non, le non, cas non, de non. votre côté? Ouais, ouais. Non, non, non. C'est pas nécessairement vrai. Parce que ça dépendra après des hébergements que vous allez aussi choisir. Mais la vérité, c'est que le véhicule lui-même, avec tout l'équipement qu'il comprend, demande déjà, voilà, c'est déjà au point de vue logistique très important. Et c'est là où le coût sera important par rapport à une voiture qui n'a pas besoin des tentes et de tout le matériel. Donc, ce n'est pas nécessairement la version, on va dire, la moins chère. OK, Est-ce merci. que Donc en j'ai fait, entre répondu à la entre les question? hébergements standards et le 4x4 équipé camping, grosso modo, vous êtes à peu près sur les mêmes tarifs, sur la même Oui, durée de oui, oui, voyage? oui. Avec des hébergements standards et équipés camping, vous verrez que vous tomberez à peu près dans la même catégorie de prix, oui. Merci Christian. De rien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, du coup, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à intervenir via le chat ou activer Oui, votre oui. micro. Mais sinon, je vous remercie déjà pour, votre présentation, Christian. C'était très complet et ça m'a donné envie personnellement de venir en Namibie. Merci, merci Claire. Est-ce Voilà. que vous avez, il y a des GIR, vous avez des GIR sur la Namibie qui sont déjà préétablis? Est-ce qu'il est possible d'y accéder, via le site B2B ou pas? Pas via le site B2B, mais on va dire que pour... voilà. Donc, il faut que je fasse une différence. Pour Sense of Africa, tout ce qui est pour le marché anglophone et allemand, vous avez beaucoup de départs garantis. Alors, pour le marché francophone, normalement, jusque-là, on a ce circuit en départ garanti que l'on propose et qu'on appelle donc Namibie sauvage. Mais sinon, pour des clients qui parlent anglais, ouais, il y a beaucoup plus d'offres sur Sense of Africa. OK, et concernant justement ces clients, en fait, en général, ce qu'on a, qui revient assez régulièrement, c'est que les clients veulent aller en Namibie, mais ils ont pas envie de conduire. Donc du D'accord? coup, il faut rajouter un chauffeur guide et le Oui, chauffeur guide, par expérience, on sait que ça coûte une fortune. oui, ça Est-ce coûte que cher. vous avez des solutions justement pour ce genre de choses qui pourraient enfin, que vous proposez vous chez African Eagle plus que d'autres, qui Oui. font que, on peut réduire un petit peu ce coût pour que les clients ne conduisent pas? Alors, pour réduire le coût pour que le client ne conduise pas, En on en met alors un en chauffeur anglophone. Oui, mais du coup, Oui, ça reste quand même une certaine fortune, ce chauffeur anglophone. Vous oui, mais n'avez pas de système de navette ou de transfert, non individualisé entre les étapes qui pourrait potentiellement être, tout en gardant en fait un itinéraire qui soit, propre au client, mais, oui, du fait qu'il soit transféré et ne pas et qu'il ne conduise pas et que ce soit pas trop oui. cher. Non, non, ça c'est assez difficile pour le moment parce que je sais qu'il y a certains opérateurs qui ont commencé à mettre en place des navettes, mais c'est surtout entre leurs différents hébergements. Ouais. Et je pense que la raison pour laquelle c'est un peu compliqué, c'est surtout à cause des distances et le fait que voilà, le pays il est quand même assez grand. Ouais. OK, merci beaucoup Christian. Et au niveau des lodges, il y a des choses que vous mettez plus en avant que d'autres? Est-ce que vous avez des listes de voilà, d'hébergements, qui reviennent souvent, que les clients aiment? Oui, oui, oui. On peut toujours. On peut vous demander de toute façon, ouais. Oui, vous pouvez toujours envoyer un mail et je peux toujours vous envoyer une liste et tout. La plupart des hébergements à lesquels on travaille, ils sont quand même très nombreux et qu'on recommande et oui, où le service est quand même de très grande qualité. Ouais, parce que c'est vrai qu'après Covid, on avait remarqué que voilà, il y avait un peu un flottement à certains endroits parce que tout le monde ne s'attendait pas à ce que la reprise soit aussi importante. Parce que c'est vrai que cette année, on a eu quand même
beaucoup de clients et on ne s'attendait pas que ça reprenne aussi vite. Et là, ça a bien repris. Et au début, c'était un peu compliqué avec certaines personnes. Mais pour l'instant, en tout cas, non, ça marche plutôt bien, oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai plus de questions. Merci. Moi non plus, merci. Oh, en tout cas, merci à tous. Et Beaucoup de je sais pas s'il y a remerciements pas... dans le chat. Ouais, Une belle merci Claire présentation. aussi, merci. Merci à vous. Ouais. Du coup, je pense que je vais arrêter l'enregistrement et je vais mettre fin à ce webinaire. Merci à tout le monde d'être venu et d'avoir assisté au webinaire de Christian. Ouais. Ok, merci Claire. Au Merci revoir. pour Très bonne journée. l'organisation. Christian, on peut Oui. prendre ton numéro là et échanger par WhatsApp aussi, c'est ça? Oui, oui, je l'ai mis là, vous le voyez? Oui. Oui, il n'y a pas de souci. Vous m'envoyez un petit message par WhatsApp et après, on peut échanger. Ou sinon, vous m'envoyez un mail, il n'y a aucun problème. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci à Claire et à toute l'équipe Together. En tout cas, merci. Merci. Au revoir. Ciao.